Troisième indication, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, je vous l'ai détaillé avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et je fais exprès de vous donner toujours le même schéma pour vous faire raisonner sur des boucles différentes du même schéma pour pas que vous ayez à réapprendre chaque fois des schémas différents. Enfin, pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans l'insuffisance cardiaque, la baisse du débit cardiaque diminue la perfusion rénale, sécrète aboutit à une augmentation des taux plasmatiques et intratissulaires d'angiotensine 2 qui augmente la libération d'aldostérone dans le plasma au niveau du cœur et fait une boucle de surcharge. Très bien. Mais la baisse du débit cardiaque active le baroréflexe. Et chaque fois que vous pensez baisse de pression, tout de suite vous devez penser activation du baroréflexe qui va donc libérer des catécholamines. Elle les libère à la périphérie, ça va être de la vasoconstriction et ça va être aussi des catécholamines intracardiaques. Ces catécholamines intracardiaques génèrent des arythmies. On pourrait dire ici, j'aurais pu rajouter une autre boîte, catécholamines plasmatiques, augmentation des résistances périphériques. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des boucles de cercles vicieux d'entretien de la maladie cardiaque. Donc ici, l'hyperstimulation sympathique du myocarde maintient le débit cardiaque face à une baisse du volume d'éjection systolique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lutter contre cette désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques. D'une manière générale, dans l'organisme, chaque fois que vous libérez trop d'un neurotransmetteur, d'un ligand endogène, un système d'autorégulation se met en place pour atténuer la libération du ligand endogène. Exactement ce que je vous ai raconté, par exemple, avec le feedback négatif de la libération de rénine. Vous fabriquez de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 agit sur le récepteur AT1 des cellules juxtaglomérulaires pour diminuer la libération de rénine et diminuer sa propre production. Voilà. Eh bien, pareil pour les catécholamines. Les récepteurs eux-mêmes se désensibilisent, surtout quand il y a des nucléotides cycliques en voie de signalisation, comme ici le cyclique AMP. Donc, quelle a été l'idée, qui était une idée extrêmement culottée quand même, dans les années, je pense que c'était 75-80, donc imaginez, c'était il y a 40 ans, 75-85, vous voyez. Non, c'était plus tard que ça, enfin, c'était il y a 30 ans au moins. L'idée a été, on va donner des toutes petites doses de bêta-bloquants, ce sont des pharmacologues, et c'est un pharmacologue français qui s'appelle Philippe Lechat, qui est à la Pitié-Salpêtrière, qui a eu la première fois l'idée, puis après les Américains ont enchaîné, puis pas mal d'études ont eu lieu, mais c'était une idée géniale, c'était de dire, on va donner des doses filées de bêta-bloquants, et puis on va les réaugmenter très progressivement. On ne va pas donner des grosses doses, parce que si on donne des grosses doses, avec l'effet inotrope positif, on va mettre le ventricule à plat. Donc on va donner des petites doses filées, puis progressivement, le récepteur va se resensibiliser. Et en se resensibilisant, on va récupérer de la fonction cardiaque. Voilà. Et ça a été tout à fait efficace, si bien que maintenant, les bêta-bloquants sont, avec les IEC, les deux médicaments de l'insuffisance cardiaque. Donc, pour résumer ça, de manière littérale, les effets des bêta-bloquants, c'est essentiellement une resensibilisation de récepteurs bêta-adrénergiques cardiaques. On donne des très faibles doses et on augmente très progressivement en fonction de la tolérance du malade. Évidemment, seuls 3 bêta-bloquants ont cette indication. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les bêta-bloquants qui ont fait faire les grands essais cliniques. Ça coûte très cher, c'est très long, tous ne l'ont pas fait. On ne donne l'indication qu'à ceux qui ont fait la démonstration. Globalement, on pense bien que c'est un effet de classe pharmacologique. Donc le bisoprolol, un des tout premiers, bêta-1 sélectif, le métoprolol, bêta-1 sélectif, puis le carvedilol, qui n'est pas sélectif, mais qui est un peu alpha-bloquant et antioxydant. Voilà. Donc les essais cliniques de morbimortalité ont montré qu'il y avait moins de complications avec ces médicaments-là qu'avec le placebo.
Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le blocage des récepteurs bêta-adrénergiques, en soustrayant le cœur à l'hyperstimulation sympathique et en resensibilisant les récepteurs bêta-adrénergiques, peut améliorer son fonctionnement. Il s'agit de l'insuffisance cardiaque congestive, chronique, symptomatique. Les effets indésirables, que vous devez connaître absolument par cœur. C'est du... Vous voyez, je n'insiste pas autant avec les antiarythmiques, mais là, les bêta-bloquants, c'est vraiment un médicament de médecin généraliste. Donc, il y en a un que vous connaissez bien, la bradycardie excessive. Il y en a un autre que vous connaissez bien maintenant, c'est les troubles de conduction. Alors celui-là, il est archi-classique, diminution de la tolérance à l'exercice physique. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en route l'effort, vous avez une bonne libération de catécholamine, de préparation psychique, c'est une voie centrale, et qui va accélérer la fréquence cardiaque pour que vous puissiez monter votre côte à vélo. Et si vous bloquez la fréquence cardiaque, si elle s'accélère moins, au lieu de la monter à 120 ou 140, vous la bloquez à 100, vous avez autant de moins de débit cardiaque et vous avez autant de plus de fatigabilité. C'est rien de bien compliqué, c'est juste désagréable. Et donc, beaucoup de pharmacodynamie des bêta-bloquants s'est fait sur la tachycardie à l'exercice physique. On continue avec la froideur des extrémités. C'est ça, c'est exactement une vasoconstriction sympathique réflexe. Et c'est manifeste en ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. Un syndrome de Raynaud sont des syncopes blanches, c'est-à-dire que la deuxième et la troisième phalange deviennent blanches au froid. C'est un vasospasme. Certains d'entre vous en ont peut-être. C'est une maladie qui est assez bénigne, mais assez invalidante quand même. Les bêta-bloquants favorisent l'apparition du vasospasme. Des effets sur le système nerveux central, l'asthénie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nos catécholamines intracérébrales pour avoir de la vitalité et de l'énergie. De l'impuissance, c'est ce qu'on appelle une impuissance psychique d'origine centrale. Des troubles du sommeil, cauchemar, ça se voit avec les bêta-bloquants qui passent bien la barrière hémato-encéphalique et ils la passent bien parce qu'ils sont liposolubles. Et puis la tendance dépressive que vous pouvez mettre quand vous êtes asthénique, impuissant et que vous faites des cauchemars, en général, vous n'avez pas grand moral, quoi. Donc, il faut le savoir. Et donc, faut prévenir un peu vos malades sans trop les prévenir, mais il faut les interroger et puis, globalement, leur savoir détecter les effets indésirables. Parce que si vous devez conduire un insuffisant coronaire ou un hypertendu ou un insuffisant cardiaque au long cours sous un tel traitement, il faut lui trouver la bonne dose où il est heureux. Les contre-indications absolues, le bloc sino-auriculaire, le bloc auriculo-ventriculaire, on les a vus, et puis l'insuffisance cardiaque qu'on appelle décompensée. Effet inotrope négatif parce que diminution de la contractilité. Une nuance, quand on parle de blocs, c'est ce qu'on appelle les blocs de haut degré. BAV2, Mobitz 1 ou 2, ou BAV3 complet. Pourquoi? Parce que sous bêta-bloquant, vous aurez un allongement de l'intervalle PR à l'électrocardiogramme, par définition. Et quand cet allongement devient un peu important, vous interrogez bien votre malade sur les possibilités de lipotymie, d'asthénie, de petits troubles de l'équilibre, et vous essayez de détecter des passages en bloc de plus haut degré pour pouvoir éventuellement l'arrêter au besoin. Donc, contre-indication absolue, les blocs, et puis l'insuffisance cardiaque. Et puis, l'asthme. Alors là, on change de registre, c'est jamais de bêta-bloquant un asthmatique à cause des propriétés anti-bronchodilatatrices, on devrait dire. Le syndrome de Raynaud, on sait pertinemment que ça l'aggrave. Et puis les syndromes dépressifs graves, oui, les bêta-bloquants. Alors, dans les effets psychiatriques, psychologiques ou psychiques des bêta-bloquants, il y a au contraire des patients qui se sentent
dont l'humeur s'améliore sous bêta-bloquant. Hein, l'inverse, ce sont les hyper-anxieux qui sont bourrés de catécholamine. Vous leur donnez des bêta-bloquants et alors tout d'un coup, ils sont beaucoup plus zen. Et ça évolue avec le temps. Et après, parfois, ils viennent vous revoir en disant « Écoutez, c'était formidable les 6 premiers mois, et là, je me traîne, et donc il faut baisser les doses et trouver des médicaments supplémentaires. » Vous voyez que le contexte n'est pas du tout le même que pour les antiarythmiques. Ici, on est dans de la médecine générale et dans de l'adaptation de doses permanentes aussi. Contre-indication relative, bronchite chronique. Bronchite chronique, ça n'est pas un asthme, mais dans la bronchite chronique, il y a des composantes de bronchospasme. Syndrome de Raynaud mineur, artérite des membres inférieurs. Pourquoi l'artérite des membres inférieurs? C'est exactement comme avec le syndrome de Raynaud. C'est l'artérite, vous avez besoin de perfuser vos jambes. Il y a sous bêta-bloquant en permanence un certain niveau de vasoconstriction. Cette vasoconstriction qui est juste un effet alpha qui n'est pas compensé par l'effet bêta-2 puisqu'il a été bloqué, surtout avec les antagonistes non sélectifs. Et donc ça diminue la perfusion des jambes.